Donc bonjour, mon nom est Mario Villeneuve. Je m'appelle Charlène Mire. Mon nom, c'est Marc-Antoine Langevin. Fait que mon nom, c'est Sean Cameron. Je suis directeur des services de la protection et chef pompier pour la municipalité de Clarence-Rocklin. J'ai tout le temps été pompier dans ma vie. Ça fait maintenant 12 ans que je suis à Clarence-Rocklin. Avant, j'étais chef pompier pour le village de Castleman, aussi en Ontario. Mon père était pompier, c'est comme ça que j'ai commencé dans le métier. Ça fait quasiment 7 ans que je suis paramédic à soins primaires. Et puis, j'ai commencé mes études au Manitoba. C'était un programme collégial de 2 ans. Par la suite, travaillé 2 ans comme paramédic de vol au Nunavut, puis dans les territoires du Nord-Ouest. Puis là, mon but, c'était de revenir dans la province pour être avec la famille et les amis. Ça fait que j'ai travaillé 1 an pour la ville d'Ottawa. Puis là, je me retrouve ici, finalement, avec les Comtés unis de Prescott-Russell. Je suis paramédic de soins avancés depuis 4 ans. Un peu de mon background, j'ai été pompier dans le passé, répartiteur médical, puis je baigne dans le domaine depuis longtemps. Je suis le sergent d'état-major intérim ici au comté de Russell avec la PPO. Personnellement, j'étais avec la OPP ou la PPO, j'étais à ma 20e année. J'ai travaillé un petit peu dans le nord de l'Ontario pendant 9 ans, à Russell depuis 2017, puis j'ai fait à peu près 3 ans dans les unités spécialisées. Votre porte, elle ouvre pas, bougez pas, regardez en avant! Regardez en avant, bougez pas! Bonjour, madame. Allô? C'est quoi votre nom? Jocelyne. Jocelyne, enchantée. Moi, c'est Charlène. On est ici pour vous aider. Charlène, la porte de l'autre côté. Présentement, la municipalité de Clarence-Rocklin dessert la région de Rocklin, Clarence Creek et Bourgette, où on se trouve aujourd'hui. On a aussi un contrat avec les municipalités de la Nation et de Castleman pour faire la gérance de leurs services d'incendie. Donc, depuis l'année dernière, qu'on a commencé cette aventure-là. Et puis jusqu'à maintenant, ça va très bien avec eux. Donc nous, on dessert la région de Prescott-Russell dans son entièreté, fait que de la frontière du Québec jusqu'à aller à Ottawa, ainsi que la bordure avec Cornwall. La région qu'on couvre, le pas du comté de Russell, ça se trouve à être Rocklin, la Nation, tout ce qui est à l'ouest de la route numéro 8, Castleman et le canton de Russell. Donc, Clarence-Rocklin a 3 casernes. Une à Rocklin, une à Bourgette, où elle se constitue présentement, et une à Clarence Creek. La municipalité de la Nation a 5 casernes et Castleman n'en a qu'une. Donc, on s'occupe de ces 9 casernes-là avec tous les pompiers qui les occupent. L'embauche des pompiers est un problème dont on doit faire face, pas seulement que dans notre région, mais un peu partout au Canada et même aux États-Unis. L'embauche des pompiers volontaires est difficile. Et on perd environ 10 de nos pompiers à chaque année, pour diverses raisons. Mais le métier de pompier volontaire est de plus en plus difficile et demandant. Donc, la formation obligatoire pour ces pompiers-là, essayer de balancer ça avec la vie familiale, les sports, les activités, ainsi de suite, rend la chose de plus en plus difficile. Donc, c'est un problème de grande envergure pour plusieurs municipalités. Donc, à la caserne de Rocklin, c'est une caserne qu'on appelle composite. On a des pompiers à temps plein. On a 5 pompiers dans cette caserne-là, m'incluant. On a aussi environ 70 pompiers dans la municipalité de Clarence-Rocklin, répartis dans 3 casernes. Environ le même nombre à la Nation, plus une vingtaine au village de Castleman. Donc, en tout et partout, on a plusieurs pompiers qu'on s'occupe de faire leur formation. Qui répondent aux divers appels dans toutes ces municipalités-là. Dans notre région, spécialement ici, dans notre poste ou dans l'espace qu'on couvre, on commence à avoir de plus en plus de trafic. On s'aperçoit que ça devient de plus en plus occupé dans les dernières années. C'est sûr, on voit que la population grandit, donc il va y avoir plus de voitures sur les chemins. Dernièrement, dans les 2 dernières années, on voit plus d'accidents avec des blessures ou du monde qui sont décédés. Avant, on faisait peut-être une moyenne de 1 par année avec un accident où il y a quelqu'un qui décède. L'année passée, on avait 4, puis cette année, on a déjà 7. Fait que ça devient de plus en plus occupé. C'est sûr que maintenant, avec les cellulaires, les personnes sont peut-être plus distraites et encore, on voit beaucoup d'alcool au volant. Avec la PPO, quand on garde on appelle ça le Big Four, on a la vitesse, l'alcool au volant,
les distractions, puis le dernier, c'est les ceintures, là, mais ça, mais c'est vraiment les trois premiers. Donc, la vitesse, on voit beaucoup encore, l'alcool au volant ou les drogues, puis le monde qui sont distraits. Donc, les accidents de voiture comptent pour environ 20 à 30 de nos appels dans n'importe quelle année. Ce n'est pas des accidents toujours aussi tragiques tels qu'on a vu dans la simulation aujourd'hui. Des fois, c'est juste deux voitures qui se sont accrochées, ou jusqu'à des accidents plus majeurs. Les autres appels qu'on a font pour le restant des appels qu'on peut retrouver dans nos casernes. À titre d'exemple, la municipalité de Clarence-Rocklin va avoir environ de 300 à 350 appels par année. Donc, on a environ 20 à 30 de ces appels-là qui sont des appels d'accidents de voiture. Ça arrive quand même assez souvent. Surtout l'été, je trouve, avec le monde, sont comme plus pressés. Il y a beaucoup de vitesse, puis beaucoup de monde distrait aussi. Et puis l'hiver, ça serait plutôt les conditions environnementales. On est appelé sur des scènes d'accidents de voiture environ 5 du temps sur nos appels sur une année. La moyenne, les 5 dernières années dans la section de notre territoire, je devrais dire, c'est autour de 600 accidents. Fait que ça inclut de Rocklin jusqu'au canton de Russell, l'autoroute, tout inclus. On va stabiliser le véhicule, débrancher la batterie. Okay. On va faire pomper à la porte parce que la porte est jammée. Donc, dans un accident de voiture, le rôle des pompiers est relatif à lorsqu'on arrive sur scène. La santé et la sécurité des occupants est toujours notre priorité. Donc, si on arrive en premier, on va faire une évaluation de la santé, de la condition des occupants du véhicule ou des véhicules. Si les ambulanciers sont déjà sur place, ils vont prendre ce rôle-là. Après ça, on stabilise la scène. Donc, on fait sûr que les véhicules ne bougent plus. On va s'assurer que l'électricité, donc la batterie, est débranchée de la voiture pour s'assurer que les coussins gonflables ne partiront pas, ne s'activeront pas lorsque nous allons travailler à l'intérieur de la voiture. Donc, on va s'occuper de la stabilisation du véhicule. Ensuite de ça, on va s'occuper de sortir les occupants du véhicule avec l'aide des ambulanciers qui vont souvent stabiliser ces patients-là. Fait que la porte de l'autre côté, côté passager, est pas ouverte. Il y a une victime à l'intérieur. On va quand même évaluer la victime ici. Parfait. On va vous laisser savoir c'est quoi ses blessures à elle. Okay. Je pense que là, pour la priorité, ça serait d'avoir accès à l'autre côté pour pouvoir l'évaluer aussi. Parfait. Notre rôle principal, dans le fond, quand on arrive sur une scène d'accident, c'est de sécuriser la scène. Ça fait que assurer notre propre sécurité à nous et puis celle du patient. Ensuite, on veut voir il y a combien de patients sur la scène. Il y a combien de personnes. Est-ce qu'on va avoir besoin d'autres ressources, d'autres ambulances pour pouvoir venir nous aider? Et par la suite, on fait le triage de nos patients. Ça fait que c'est qui le plus critique, c'est qui a besoin d'intervention le plus vite possible. C'est vraiment le plus important pour qu'on puisse mieux stabiliser le patient. En train de faire une enquête tout de suite pour la collision. OK. Combien d'alcool est-ce que vous avez consommé aujourd'hui? J'ai eu une boisson. OK. Je peux sentir de l'alcool de ton haleine. OK. So, je vais juste me demander de sortir du véhicule. OK, c'est là? Quand on arrive sur les lieux, la première affaire, c'est toujours la santé des personnes, de s'assurer qu'on aide à traiter les blessures si les paramédics puis les pompiers ne sont pas là, jusqu'à temps qu'on est confortable avec le fait que, OK, ils se font traiter, ils n'ont pas besoin de notre aide. Là, on va commencer à garder l'investigation. C'est sûr que les officiers, quand ils arrivent même sur les lieux, s'ils sont premiers puis ils rendent les premiers soins, ils font des observations, ils vont voir des affaires, mais c'est vraiment la priorité, c'est la vie, la santé de tout le monde qui fait partie de l'accident ou qui était dans l'accident, puis après ça, c'est l'investigation. Dépendamment de comment l'accident est sérieux, c'est sûr qu'arriver rapidement peut être la différence entre la vie et quelqu'un qui décède. Deuxièmement, c'est les preuves. Le plus longtemps qu'il y a une scène d'accident où il n'y a pas de police, il n'y a pas de paramédic, il n'y a pas de pompiers, des fois, les témoins, ils s'en vont. Où le monde commence à, des fois, nettoyer la scène pour... Des fois, ils ne savent pas qu'ils ne devraient pas le faire ou d'autres fois, ils font pas exprès. Fait que c'est sûr qu'on veut toujours se rendre le plus rapidement possible sur les lieux
en étant que tout le monde, que ça se fait saufement. Là. Notre arrivée sur la scène va dépendre de plusieurs facteurs. Un, le temps de la journée. Il est plus difficile d'avoir des pompiers le jour que la nuit lorsqu'ils sont chez eux. Donc, le temps de la journée va faire en sorte que notre temps de réponse peut être diminué ou augmenté. La condition des routes, la météo va faire en sorte que ça peut retarder nos appels. Le nombre de pompiers qui répondent à l'appel aussi. Si on n'a pas assez, des fois, on va attendre quelques secondes de plus à la caserne pour s'assurer qu'on a un nombre suffisant de pompiers. Et comme de raison, la distance entre la caserne et l'incident va faire en sorte qu'on va se rendre plus vite ou plus tard. Ça dépend vraiment. Il y a combien d'ambulances sur la route. Ça fait que si c'est une journée vraiment occupée puis les ambulances sont soit prises dans les hôpitaux en offload delay à attendre avec les patients, ça fait moins d'ambulances qui couvrent la région. Ça fait que ça pourrait faire en sorte que vous attendez plus longtemps pour une ambulance. Donc, dans le fond, pour transporter les patients, on a plusieurs possibilités. Tout dépend des blessures que les patients ont. Si les patients sont dans des conditions plus stables, on va aller dans les hôpitaux de la région, comme Hawkesbury, ou on peut parfois aller à Winchester, Ottawa, au besoin. Et si les patients sont dans des conditions plus instables, on peut se déplacer directement dans un centre hospitalier comme Civic, où est-ce qu'il y a un centre de traumatologie, où on peut faire aussi la demande pour avoir Orange, qui est l'hélicoptère ambulance, qui, eux, vont pouvoir transporter le patient dans un centre de traumatologie. Notre procédure est la même pour à peu près n'importe quel type d'appel d'incident. Donc, on va arriver sur une scène, on va faire une première analyse, on appelle ça faire notre 360. On fait un 360 degrés autour de la scène, que ce soit une maison en feu ou un accident. On va faire le tour pour avoir une idée globale de quelle est notre cendre. À ce moment-là, on va vérifier si c'est un accident de voiture, combien de véhicules qui sont impliqués, combien d'occupants qu'il y a dans le véhicule. En faisant le tour, on va voir est-ce qu'il y a des personnes qui ont été éjectées de ce véhicule-là, ainsi de suite. Donc, on fait notre 360 avant même de faire quoi que ce soit. Généralement, une personne va faire ça. Le commandant de la scène va faire son 360. Après ça, le reste de l'équipe va faire, comme que j'expliquais plus tôt, la stabilisation du véhicule, déconnecter la batterie du véhicule et prendre soin des patients pour ensuite les extraire du véhicule. Donc, c'est environ la façon qu'on procède pour n'importe quel incident. Par la suite, on va évaluer combien de victimes on a sur la scène et est-ce qu'on a besoin de ressources supplémentaires. On a-tu besoin de pompiers pour l'extrication? On a-tu besoin, par exemple, de l'hélicoptère ambulance? On a-tu besoin de d'autres ambulances parce qu'on a d'autres patients? La première chose qu'on veut faire, c'est vraiment examiner le patient, principalement prendre un set de signes vitaux, voir est-ce que le patient est stable, est-ce que le patient est capable de nous répondre, est-ce qu'il est conscient. Puis à partir de ça, ça va déterminer comment est-ce qu'on sort le patient du véhicule. Si on a quelqu'un d'inconscient ou quelqu'un, justement, comme tantôt, qui était pris dans la voiture, qu'on ne pouvait pas sortir, là, ça va prendre les pompiers, des équipements additionnels. Ça va prendre la spine board pour, justement, bien placer le patient, pouvoir le sortir comme il faut sans plus le blesser. La première affaire, on va vérifier sur la santé de toutes les personnes qui étaient impliquées dans l'accident. Après ça, quand on commence, on veut vraiment déterminer, OK, y a-t-il des témoins? Y a-t-il des caméras dans les autos? On va prendre des déclarations. On va vérifier sur les permis de ceux qui sont impliqués, s'ils sont supposés de chauffer. Qu'est-ce qui a causé l'accident aussi? C'était-tu de l'intention? Y avait-tu d'autres facteurs qui ont causé l'accident? Puis, dépendamment de qu'est-ce que les officiers ils déterminent, ça peut prendre différentes... tu sais, comme si on voit qu'il y a de l'alcool au volant, ça devient une investigation criminelle. Si c'est juste un accident avec 2 véhicules ou il y a eu un moment d'inattention, habituellement, c'est un ticket. C'est un rapport vite fait, puis c'est fini. C'est vraiment les preuves qui vont déterminer comment que les officiers vont continuer avec leur investigation. On aimerait ça vraiment qu'on ne touche à rien. Parce que tout peut être... On prend des photos, on prend des fois des vidéos. Fait que tout ce qui est là, sur les lieux, peut être des indices pour nous autres de qu'est-ce qui est arrivé. Lors d'une intervention, on dépend beaucoup sur les matériaux qu'on utilise, l'équipement, que ce soit les pinces de désincarcération. Tout ça peut faire défaut.
malgré qu'on fait une maintenance continue de nos équipements pour s'assurer que quand on arrive sur une scène, que tout fonctionne. Malgré ça, il peut y avoir des bris quand même. Donc, il faut tout le temps, la personne en charge doit tout le temps avoir son plan A, B, C en tête au cas où il y aurait un bris d'équipement. D'autres choses, comme je disais un peu plus tôt, les intempéries peuvent aussi rendre notre travail un peu plus difficile. C'est plus difficile quand on est loin du chemin. Est-ce qu'on doit traverser dans la neige, un banc de neige? Est-ce qu'il y a de l'eau d'impliquer? Ainsi de suite. Fait que tous ces facteurs-là font en sorte que ça peut rendre le travail un peu plus difficile. C'est certain que le nombre de pompiers qu'on a sur une scène va nous indiquer comment est-ce que le travail va être fait aussi. Comme de raison, sur le plus de pompiers qu'on a sur la scène, plus on peut se concentrer sur les patients au cas qu'il y a un retard avec les paramédics. Donc, on peut s'occuper plus du patient. Et puis, on a plus de gens qui font le 360. Il y a plus de gens qui peuvent apporter les outils, ainsi de suite, à notre poste de travail. C'est certain qu'il y a un minimum requis. Comme à moins de 3 ou 4 pompiers, ça rend le travail plus difficile, mais ce serait vraiment le nombre minimum pour n'importe quel type d'accident. On veut vraiment trier le patient pour voir c'est quoi la condition, quel genre de traitement est-ce qu'il va avoir de besoin, quel genre d'outils est-ce qu'on va avoir de besoin. Ça dépend. Comme si on parle de le scénario à matin qu'on a fait, où on a certaines autorités qui nous permettent de saisir des véhicules. Il y a aussi des autorités qui, comme s'il y a de l'alcool au volant, s'ils sont en bas de la limite provinciale, ou la limite criminelle, mais sont en haut du point 0,5, au début, c'est une suspension de 3 jours du permis. Si sont arrêtés criminels, il y a le véhicule peut être saisi pour 7 jours, puis le permis de conduire est suspendu pour 90 jours. De là, dans une investigation criminelle où il y a des personnes de décider, on peut saisir le véhicule pour une longue période de temps parce qu'on va faire un mandat sur le véhicule pour être capable de faire les examens, comme l'examiner, voir si le véhicule marchait bien, le mécanique allait bien. Fait qu'il y a plusieurs différentes façons qu'on va les saisir. Il y en a que c'est pour les investigations, il y en a que c'est plus par la code routière pour, en effet, en relation avec une suspension. L'autre, en dessous de la code routière, c'est ce qu'on appelle le stunt driving, où le permis et le véhicule sont saisis. Le permis pour 14 jours, puis le véhicule pour 30 jours. Tout le monde est différent quand il ingeste l'alcool. C'est sûr que dans la province d'Ontario, la loi provinciale, c'est 0,05. Fait que, dépendamment de la personne, de qu'est-ce qu'ils ont mangé, de leur système de digestion, ça peut être une bière, ça peut être une bière et demie. Il n'y a pas vraiment de réponse magique à ça parce que tout le monde est différent. Mais quand le monde, s'ils sont arrêtés sur le bord du chemin, l'officier leur demande un échantillon de leur laine, puis ils sont en haut du point 0,5, c'est là que la suspension de 3 jours s'applique. S'ils reçoivent une deuxième, bien là, c'est 7 jours. Puis en haut du point 0,8, ça devient criminel dans ce cas-là. Avant de faire quoi que ce soit, avant de couper n'importe quoi sur la voiture, on va simplement vérifier les portières. Est-ce que je peux l'ouvrir avec simplement en tirant sur la poignée avant de commencer à couper? Dépendant aussi si les personnes à l'intérieur sont prises par l'impact du véhicule, des fois, on va simplement ouvrir la porte puis ils vont pouvoir se lever puis sortir par eux-mêmes. Donc, ça va dépendre de la condition du patient aussi. Dans des cas extrêmes où est-ce que la voiture est très endommagée, oui, il va y avoir plus de coupures dans la voiture, enlever des portes, enlever des piliers et des fois enlever le toit pour avoir accès à la personne. Simplement dit, la personne qui est à l'intérieur, on fait sûr que tout ce qui est autour de elle est enlevé. Donc, on pèle un morceau à la fois lorsque les personnes sont prises. Donc, on va enlever une porte, on va enlever un poteau, on va enlever, reculer le siège, tout faire en mesure pour éloigner la voiture
de la personne qui est prise à l'intérieur. Souvent, les gens qui ne portent pas de ceinture, ils vont se faire éjecter de la voiture. Ça fait qu'ils peuvent vraiment sortir par la fenêtre d'en avant. Beaucoup de blessures à la tête. Ça pourrait arriver du monde inconscient aussi, juste par l'effet de te faire frapper la tête. Puis à part de ça, souvent aussi des saignements internes, des choses qu'on ne voit pas nécessairement. Les blessures à cause des airbags, fait que des saignements de nez, des brûlures au niveau des avant-bras. Si on va dans un petit peu plus sévère, on pourrait avoir des fractures du bassin. C'est des choses qu'on voit, des pneumothorax, des fractures de fémur, des fractures un peu plus mineures aussi au niveau des bras, les doigts. Peu importe le patient est où dans l'habitacle, ça va dépendre bien évidemment du type d'impact qu'il y a eu et de la vitesse à laquelle il allait. Quand on prend les signes vitaux d'un patient, on peut voir avec les signes vitaux, genre un peu qu'est-ce qui se passe. T'sais. Ça fait que les saignements internes, on peut commencer des intraveineuses. C'est vraiment stabiliser le patient le plus possible pour qu'on puisse se rendre à l'hôpital. La majorité des décès, ça serait vraiment les accidents de voiture à haute vitesse. Sur les autoroutes, les grands chemins de campagne, les head-on collisions, puis aussi les voitures qui s'enflamment. Les téléphones, je te dirais que c'est un des plus gros problèmes sur la route en ce moment. Le monde sont distraits, puis ça cause beaucoup d'accidents. Ça peut prendre des vies assez rapidement. Et puis aussi la consommation d'alcool puis de drogue. On voit ça assez souvent. Je pourrais pas dire le nombre de victimes en pourcentage qui décèdent sur les accidents de la route. Par contre, je pourrais dire que c'est quelque chose qu'on voit relativement fréquemment sur nos accidents de la route, souvent dû à cause de la vitesse, les alcools, les distractions, drogues. Donc, c'est pas quelque chose de rare de voir des patients décédés sur des accidents de la route. La première chose que les individus peuvent faire, c'est de ne pas se mettre dans cette situation-là. Donc, prendre le volant lorsqu'on est intoxiqué ou sous l'effet de la drogue n'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Donc, c'est à tout prix éviter de se rendre à un accident. Si on est à ce point-là, si on a malencontreusement un accident, c'est de, si on est en mesure de le faire, appeler le secours le plus tôt possible, faire le 911, savoir où on est. Donc, indiquer clairement au répartiteur qui va répondre à votre appel à quel endroit je suis. Est-ce que, quel village, à quelle intersection que j'ai vu. Malheureusement, beaucoup trop de gens se servent de leur téléphone cellulaire et n'ont aucune idée à quel endroit ils sont. Des fois, c'est juste un passant aussi qui n'a pas arrêté et puis qui a juste continué puis qui appelle les services d'urgence. Puis, oui, j'ai passé telle place, v'là 15 minutes. Ça ne nous aide pas beaucoup. Des fois, il faut partir des camions dans différents sens pour essayer de trouver l'incident. Donc ça, c'est une chose, savoir où est-ce qu'on est. Rester calme, comme de raison. Les services d'urgence vont être sur place et vont vous parler tout le temps de l'intervention. Ils vont vous guider, puis ils vont vous dire aussi qu'il va y avoir du bruit, qu'est-ce qu'on fait, on brise la vitre, ainsi de suite, pour essayer de vous calmer. Donc, si les gens peuvent rester calmes et bien communiquer avec les services d'urgence, ça nous aide beaucoup. Donc, bien évidemment, qu'ils restent calmes, qui écoutent les consignes. On a beaucoup de choses à leur demander et beaucoup de consignes à leur faire faire. Il y a beaucoup d'actions qui se passent autour du véhicule en même temps. Souvent, les gens sont beaucoup préoccupés par leurs biens matériels ou leurs amis. Ma sœur est où? Il faut qu'ils comprennent qu'on s'occupe de eux présentement. On pourra les aiguiller par la suite avec le reste des choses, mais répondre à nos questions, être honnête, pas hésiter de dire la vérité. Si vous avez pris de l'alcool, des drogues, on n'est pas là pour vous stouler. C'est important, ça change votre condition médicale, donc il faut le savoir. Très important pour les conducteurs qui prennent la route d'avoir une trousse d'urgence dans leur véhicule, avoir une trousse de premiers soins. L'hiver, avoir un outil, une pelle pour venir à bout de se sortir. L'hiver, là, on parle surtout de l'hiver, mais avoir une couverture dans votre véhicule, comme si vous restez pris pour quelques minutes ou plus longtemps, que vous ne souffrez pas d'hypothermie, et ainsi de suite. On n'aura pas ce problème-là aujourd'hui, par contre. Mais d'être prêt, avoir la trousse d'urgence avec nous et, comme je mentionnais tantôt, savoir où on est. Quand on est témoin d'un accident de voiture, bien évidemment, si on peut arrêter et c'est sécuritaire, on va le faire arrêter. Téléphoner au 911 si les gens en ont besoin. Lorsqu'on aura fait l'appel, on peut faire des premiers soins de base, donc juste demander à la personne de rester tranquille au besoin. Essayer de demander de ne pas bouger la tête, de rester droit, de rester dans le véhicule et de regarder en avant. Puis quand on va arriver, on va prendre charge.
Il va falloir que tu restes très stable, très tranquille. Il ne faut pas que tu bouges ton cou, tu continues à regarder par en avant. Demander aux autres témoins, peut-être, si ont-ils composé le 911, est-ce que vous avez besoin de l'aide? On comprend des fois qu'il y a des situations où c'est vraiment pas sécure. Puis, on ne peut pas dire à tout le monde faut que tu aides, mais on suggère toujours essayer d'assister puis composer le 911 pour s'assurer qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Pour essayer d'éviter les accidents de voiture, comme j'ai dit tantôt, laisser faire les téléphones cellulaires, les distractions. C'est que les accidents arrivent tellement vite, ça arrive en dedans de quelques secondes, puis ça peut prendre une vie tellement vite. Ça fait que je dirais à tout le monde de juste vraiment faire attention à ça. Aussi, utiliser la signalisation, c'est important. Les miroirs, surtout quand vous allez changer de voie. Il y a beaucoup de monde qui font pas ça. Puis, des fois, surtout avec les motocyclettes, sont plus difficiles à voir. Ça fait que souvent, les changements de voie, ça cause plusieurs accidents avec les motos. La majorité des accidents de voiture qu'on voit sont dus à la vitesse, l'alcool, drogue et distraction. Donc, si on élimine toutes ces choses-là, on diminue beaucoup le nombre d'accidents de la route définitivement. Moi, je suggère toujours comme précaution, prenez votre temps, soyez pas pressés, partez de bonne heure, soyez pas distraits, comme les téléphones sont partout maintenant, même des fois les enfants en arrière. Puis l'autre aussi, c'est de garder votre distance. On voit beaucoup de nos jours maintenant, le monde qui suit, ils n'ont même pas assez de place pour mettre un char entre leur char et l'auto en avant du autre. Si la personne en avant, ils ont besoin de freiner, la personne en arrière, ils n'ont pas le temps de réagir. Dans le code de la code routière, il y a une section qui parle de « following too close », suivez proche, trop proche. Ça donne une distance pour les véhicules commerciaux, ça donne pas une distance pour les véhicules ordinaires, mais au moins une couple de secondes. Fait que, si vous gardez les lignes sur l'autoroute, la voiture passe une certaine place, vous le marquez, vous comptez à 2, 3, moi je dirais au moins 3 secondes. C'est sûr que si le trafic se ralentit, bien là, la distance va se fermer un petit peu, mais oui, c'est important de toujours vous donner le temps de réagir. Quand on prend position dans une voiture, c'est important de bien rester assis de façon qu'on est supposé de s'asseoir, éviter d'avoir les pieds sur le dash, par exemple, éviter d'avoir des objets libres dans la voiture qui pourraient être des projectiles si jamais on a des accidents, porter sa ceinture, pas consommer avant de conduire. Moi, la façon que j'explique ça, comme quand je parle aux jeunes conducteurs, pensez toujours, faut quasiment penser que vous chauffez pour l'autre personne. Si vous me comprenez, qu'est-ce que cette personne-là peut faire pour me mettre en danger? Puis, je trouve que quand moi j'ai commencé à faire ça, c'est là où j'ai commencé à prendre plus de distance, même en chauffant un véhicule d'urgence. Tu vois comment que le monde réagit des fois, puis sont lents à réagir. Fait que c'est vraiment, donnez-vous de l'espace, conduisez prudemment, puis pensez toujours au pire de l'autre personne. On voit de plus en plus de nos jours, le monde sont distraits par quelque chose dans la voiture ou quelque chose qui se passe. Fait que c'est vraiment ça. Si j'aurais un message à transmettre à la population concernant les accidents de voiture ou n'importe quel autre incident, c'est avant de prendre de mauvaises décisions, donc prendre le volant intoxiqué ou quoi que ce soit, il faut penser aux impacts que cela a sur nous-mêmes, sur les passagers de ce véhicule-là, sur nos familles qui vont être impactées du fait qu'on va soit être à l'hôpital ou qu'il y ait un décès dans cet accident-là. Ça va impliquer tous ces gens-là. Je veux aussi mettre l'emphase sur le fait que il ne faut pas oublier nos premiers intervenants dans ces situations-là, qui eux aussi vivent accident après accident, les mêmes sentiments que vos familles peuvent ressentir. Donc, ayez une pensée pour les intervenants et tentez de ne pas vous rendre dans ces situations-là. Soyez vigilants quand vous conduisez. C'est souvent vu comme anodin, simple conduire. C'est une grande responsabilité qu'on a, c'est une arme qu'on a dans les mains. Tout le monde peut être sujet à un accident. Des fois, c'est de la simple inattention. Ça peut être banal pour certaines personnes, mais avoir de très grands impacts pour d'autres. Donc, juste respecter le code de la sécurité routière puis faire attention. Soyez prudents.
soyez fin avec tout le monde. C'est quelque chose d'autre qu'on voit, je dirais de plus en plus, c'est les instant road rage où le monde se choque un après l'autre sur les chemins. Fait que juste soyez prudents puis soyez gentils vers un puis l'autre.